Oui, bien, bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire dédié à la forêt et la ressource, donc la gestion durable d'un matériau naturel. On vous propose donc un webinaire pour un format assez court, parce que sur votre pause déjeuner, on vous souhaite un bon appétit d'ailleurs, du coup de 13h à 14h. Donc c'est un webinaire qui a été organisé par le CNDB, la Maison d'Architecture Île-de-France, mais également bois.com. Pour vous expliquer comment ça va se passer durant cette heure tous ensemble. Je pense que vous avez tous l'habitude, mais on est sur un format webinar. Donc, il y a uniquement les intervenants qui peuvent mettre leur caméra et leur son. Vous, en tant que participant, vous ne pouvez pas les activer. Par contre, on peut interagir directement dans le chat. Vous avez une petite bulle conversée qui vous permet de poser des questions. Et on traitera tout ça directement à la fin du webinaire. Pour vous présenter un petit peu le déroulé, donc on va avoir 10 petites minutes de présentation donc des trois co-organisateurs. Donc, présentation du CNDB par Sarah Larossi, directrice générale. Présentation de la Maison de l'Architecture Île-de-France par Dominique Bourré, présidente. Ensuite, présentation du site bois.com par moi-même, donc Amandine Perjot, responsable communication du CNDB. Et puis ensuite, on laissera la main à nos professionnels du jour. Donc du coup, avec 4 interventions. Ludovic Perrault, directeur de la coopérative forestière FPLG, donc la forêt privée lorraisienne et gardoise. Denis Pitt, donc propriétaire forestier et adhérent de la coopérative forestière FPLG. Ensuite, Tancred Neveu, directeur délégué de Plantons pour l'avenir. Et puis, on terminera avec l'intervention de Stéphane Cochet, architecte CEPH, donc A003 architecte et membre du club Oui au Bois. Donc ensuite, on aura, comme je vous disais tout à l'heure, quelques petites minutes, environ 10, pour faire un échange de questions-réponses. Et je vais laisser la main tout de suite à Sarah Larossi, directrice générale du CNDB. Merci Amandine. Alors merci à tous, on va essayer de respecter ce timing très serré. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes déjà 193 participants en ligne à nous suivre, donc merci à vous. Un grand merci à la Maison de l'Architecture Île-de-France, représentée aujourd'hui par Dominique Bourré, sa présidente, et Asma Snani qui nous a énormément aidé du coup dans cette co-organisation d'un cycle de 3 événements cette année. Donc on est ravis d'organiser ces événements avec la Maison d'Architecture Île-de-France, avec laquelle on partage énormément de choses, de valeurs, d'ambition et de projets. Donc c'est un plaisir de réaliser, d'organiser ce premier événement avec vous. Et puis la campagne bois.com, dont Amandine vous parlera dans quelques minutes, coordonnée par le CNDB depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Donc en quelques mots, le CNDB, c'est l'organisation pour la promotion du matériau bois dans la construction et l'aménagement. Sans forêt, il n'y a pas de bois, d'où cette thématique qui nous paraissait importante du coup à traiter en ce début d'année. Aujourd'hui, le CNDB, c'est un peu plus de 30 ans d'existence et c'est toujours un accompagnement, un suivi des acteurs de la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage qui peuplent son écosystème. Aujourd'hui, c'est au CNDB 4 compétences clés qui nous permettent du coup de réaliser un certain nombre d'actions. Tout d'abord, la formation. Nous dispensons à l'heure actuelle une centaine de sessions de formation par an. L'information avec notre fameux centre de ressources. Donc, tout d'abord, notre site internet www.cndb.org ainsi que les réseaux sociaux. Donc, je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci. Amandine, tu me dis. Donc, c'est Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn. Et j'en ai peut-être oublié un. Non. Je pense qu'on est bon. On est bon. Promotion et communication avec du coup une de nos vocations qui est d'initier et de mener à bien un certain nombre de campagnes de communication à destination des acteurs de la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage pour les organisations professionnelles de la filière forêt-bois que nous représentons. Et puis enfin l'accompagnement avec du coup ce même travail qui est mené pour ces mêmes organisations professionnelles et les aider à communiquer, à promouvoir, à faire passer leur message à travers un grand nombre de livrables que vous connaissez tous et que vous pouvez retrouver sur le site du CNDB. Nos prochains rendez-vous, donc on se retrouve depuis l'année dernière avec cette série des détails d'architecture, donc coordonnée, chapeautée, réalisée par Jean-Marc Pogé, expert construction bois architecte au CNDB, qui, par son inspiration, du coup, vous donne, je pense, pas mal d'illustrations de ce qui peut être fait aujourd'hui en bois, entre autres en aménagement intérieur. Donc, n'hésitez pas à suivre, du coup, les épisodes de détails d'architecture avec prochain sujet, les escaliers, avec ce fameux numéro, donc jeu de marche. Et puis, un prochain webinaire, car vous êtes de plus en plus nombreux
du coup présents sur nos webinaires avec une intervention du coup de Jean-Marc Pauget le 20 avril prochain de 17h à 18h. On aura l'occasion de vous transmettre ces informations via la newsletter du CNDB sur l'habitat urbain de demain avec du coup un événement organisé par Paris Sud Aménagement. On est ravis de participer à cet événement et puis d'y intervenir. Enfin, pour conclure, le CNDB, du coup, c'est un contact permanent. Donc, le site internet, je vous en ai parlé, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter mensuelle et à nos emailings, donc directement depuis le site pour ce faire. Et puis, les 4 réseaux sociaux que j'ai évoqués. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très, très bon webinaire à tous. Je remercie une fois de plus la Maison de l'Architecture Île-de-France pour cet événement et puis les intervenants riches d'expériences et de partage qui sont parmi nous aujourd'hui. Donc, j'ai tout noté, j'espère ne pas me tromper. Donc, tout d'abord, Ludovic Prérault, c'est bien ça? C'est ça. Prérault et Denis Pitt, de l'Union de la coopérative forestière française, tous deux représentants de la coopérative qui nous expliqueront un peu du coup leur mission au quotidien sur le terrain, très important. Stéphane Cochet, donc architecte qui nous aiguillera sur l'usage du bois et ce rapport très particulier avec la forêt et le suivi du coup de son exploitation et surtout de sa pérennité. Et puis enfin, Tancrède Neveu, qu'on ne présente plus, donc délégué du coup du fonds de dotation Plantons pour l'avenir, qui vous parlera reboisement, acte on ne peut plus important actuellement. Voilà. Bon webinaire à tous et puis merci. Merci Sarah. Donc du coup, on va laisser la Maison d'Architecture Île-de-France se présenter. Je suis donc Dominique Boré, je suis présidente de la Maison d'Architecture Île-de-France. La Maison d'Architecture Île-de-France est une association loi 1901 qui regroupe des urbanistes, des paysagistes et des architectes, bien évidemment, dont Stéphane Cochet. Je salue la présence aujourd'hui, qui est administrateur à notre conseil d'administration. La Maison d'Architecture est un haut lieu de la diffusion de la culture architecturale, aux côtés de la Cité de l'Architecture, du Pavillon, de l'Arsenal, de la Galerie d'Architecture et de tous les CAUE d'Île-de-France. Nous sommes, elles comme nous sommes effectivement en charge de diffuser la culture architecturale, urbaine et paysagère et environnementale à destination de tous les publics, les professionnels, les habitants et tous les enfants et adolescents en milieu scolaire ou en vacances. Nous recevons à peu près je me souviens plus, on reçoit à peu près 30 000 personnes par an pour des expositions, des conférences, des débats. Nous avons créé un prix des diplômes et des mémoires qui fait l'objet d'un engouement certain de la part des écoles aujourd'hui, donc qui a prouvé son utilité. Nous avons eu plus de 350 candidatures en 2019 et nous avons des balades, des voyages, des groupes de réflexion et des ateliers pédagogiques. Et à gauche, là, l'exposition La vie des enfants, qui est une action phare de la Maison d'Architecture et qui consiste à faire créer par des enfants des écoles parisiennes et franciliennes une maquette géante qui fait à peu près 60 mètres carrés de leur ville rêvée à partir d'un matériau recyclable. Là, ce que vous voyez affiché, le matériau en question était le plâtre. Voilà. Nous avons effectivement des expositions. Nous avons une très belle exposition cette année avec Paris Habitat. Nous avons eu une exposition sur la transformation de bureaux en logement qui faisait suite à un prix géré avec Paris Île-de-France Capital Économique et le ministère. Et la remise du prix a eu lieu à la Maison de l'Architecture. Nos prochains rendez-vous en webinaire dans notre cycle Les Voix inédites, qui rencontrent un succès de plus en plus certain. Les prochains rendez-vous, bien, nous avons des architectes avec Hervé, Léna et Stéphane Bell, un philosophe,
Nous avons un maire qui est aussi président, vice-président, non, président de CAUE 91 et qui est extrêmement sensible au dialogue entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Claude Grandpré, un historique du mouvement des architectes qui anime la maison de l'architecture et qui est à l'origine de sa création. Ingrid Lapie, que plus personne ne présente, Frédéric Jonard, Xavier de Jarcy, journaliste extrêmement intéressant et qui fait toujours des analyses très fines, et enfin Julien de Smet comme architecte. Ce sont les prochains rendez-vous tous les 15 jours, le lundi, 13-14, pareil. Et puis, effectivement, nous sommes très présents sur les réseaux sociaux, que ce soit effectivement notre site, Twitter, Instagram, Facebook, et puis enfin, les traditionnels que tout le monde a. Je suis toujours étonnée qu'on me demande de les citer, alors qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'il faudrait, c'est si on ne les avait pas qu'il faudrait que j'en parle. Voilà, je vous remercie et Amandine, je vous laisse la parole pour l'animation du débat. Parfait, merci beaucoup. Et donc moi, du coup, je vais conclure avec la dernière présentation des co-organisateurs du webinaire du jour, donc bois.com. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du coup une campagne de communication nationale qui cible le grand public. Donc c'est une campagne qui est gérée par le CNDB, comme le disait tout à l'heure Sarah, depuis plus de 10 ans. C'est une campagne qui est soutenue grâce au Codifab et à Swedish Wood. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bien sûr un site. Le nom sort du site bois.com. Donc je vous invite vraiment à faire un tour sur cette plateforme-là. Donc aujourd'hui, bois.com, c'est plus de 3 parties très riches en contenu. On compte entre 350 et 400 articles donc sur l'amont, c'est-à-dire la ressource, sur quels sont les atouts du matériau bois. Et ensuite, on a la deuxième et troisième partie qui sont liées à la construction-rénovation, mais également à l'aménagement. Vous trouverez également sur ce site une partie forum avec une personne plusieurs personnes même d'ailleurs qui répondent derrière à toutes vos questions assez précises. On a également un nouvel onglet inspiration qui vous permet de retrouver plus d'une centaine d'inspirations pour vous faire rêver, vous donner envie. Pareil, vous pouvez toujours aller faire un tour sur cette nouvelle page et bien entendu, vous allez pouvoir retrouver des actualités, des événements de la filière, bien sûr qu'ils soient digitaux ou en physique. Donc, le site bois.com, c'est plus de 100 000 visiteurs par mois et plus de 2 millions de pages vues en 2020. Bien sûr, bois.com, ce n'est pas qu'un site, c'est une campagne de communication vraiment 360. C'est également la présence d'une newsletter mensuelle. Donc, on vous invite également à nous rejoindre aussi sur ce billet-là pour en apprendre un petit peu plus sur le bois et ses usages. On a également une présence sur les réseaux sociaux. Donc oui, on le stipule nous aussi. On est présent sur pas mal de réseaux que vous pouvez voir juste en dessous. Donc Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram et YouTube. Donc voilà, vous pourrez aussi découvrir plein d'informations, de conseils, d'astuces sur ces réseaux-là. Vous avez également la possibilité de découvrir nos vidéos sur YouTube, mais aussi tout au long de l'année de nous suivre via des événements. Donc on fait pas mal de choses. On organise des visites de réalisation, des webinars. On est présent sur des salons, donc n'hésitez pas à suivre bois.com pour être informé sur le bois et ses usages en France. On va rentrer dans le vif du sujet avec les interventions de nos professionnels. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter justement une petite réflexion sur l'importance du reboisement dans ce contexte de changement climatique et dans ce contexte aussi essentiellement de la France métropolitaine, puisqu'effectivement le contexte du réchauffement climatique n'a pas les mêmes conséquences là où on se trouve. On parle bien aujourd'hui de notre problématique sur le territoire métropolitain. D'abord, voilà un premier rappel. Nos forêts métropolitaines sortent d'une dynamique plutôt positive depuis plus de 200 ans, puisque nos surfaces forestières ont doublé de surface. Elles sont passées de 8 millions d'hectares à peu près de superficie forestière juste avant la Révolution française à peu près 17 millions d'hectares aujourd'hui. Donc cette multiplication de surface forestière est essentiellement due aux déprises agricoles
bien sûr, à quelques grands plans de reboisement, et puis surtout l'avènement du charbon minéral et des hydrocarbures qui ont mis beaucoup moins de pression sur l'utilisation du bois sur nos territoires. Mais cette dynamique positive, mais depuis une vingtaine d'années, est atténuée par des phénomènes de dépérissement, essentiellement dû bien sûr au contexte climatique qui change. Et je rappelle les deux grandes tempêtes successives qui nous ont touchés en 99 puis en 2009, les sécheresses et les canicules, à partir de 2003 notamment, qui ont été importantes. Vraisemblablement, la multiplication d'incendies, même si on y a échappé plus tôt jusqu'à présent, mais ça pourrait être des phénomènes qui reviennent sur nos territoires. En tout cas, on l'a vu sur d'autres territoires comme les États-Unis ou l'Australie. Et puis, lié à ces dépérissements, des attaques d'insectes comme les scolites dont vous avez entendu parler, notamment dans l'est de la France et sur les forêts de plaine. Donc nos forêts, effectivement, sont à la fois victimes et solutions de ce changement climatique. Et pour ça, effectivement, il faut s'assurer de leur renouvellement. Et ce renouvellement, aujourd'hui, n'est pas suffisant. Il faut savoir qu'à peu près 70% des surfaces qu'on renouvelle annuellement en France le sont par régénération naturelle, c'est-à-dire repousse spontanée du taillis ou semi-naturel avec les arbres présents dans les parcelles. Et justement, dans ce contexte d'adaptation au changement climatique, on ne peut pas miser que sur la régénération naturelle, et il va falloir absolument multiplier, accélérer l'effort de reboisement par plantation. Aujourd'hui, on ne plante que 70 millions d'arbres par an en France, dont la moitié, 35 millions, sont plantés dans le massif landais. C'est du pin maritime pour renouveler le massif landais. C'est-à-dire qu'ailleurs en France, ils se reboisent vraiment par plantation de manière insuffisante nos parcelles. Et la plantation est un moyen justement d'introduire les essences adaptées, bien sûr, aux changements et aux évolutions climatiques, mais aussi les essences adaptées à nos besoins économiques. Et ça, il va falloir aussi, bien sûr, intégrer cette notion-là, puisque les usages du bois font partie également des solutions pour atténuer ce changement climatique. Donc voilà, il faut absolument donc aider notre forêt à s'adapter plus rapidement au changement climatique. Donc la plantation en est une solution. Alors pas seulement la plantation, sur des superficies pleines. Ça peut être aussi des plantations en enrichissement de peuplement qui existent déjà. Ces plantations pourront se faire avec des essences déjà présentes sur notre territoire, mais dont on va aller chercher des provenances plus méridionales. Et ces plantations pourront se faire aussi avec l'introduction de nouvelles essences. Donc, je ne rentre pas dans le détail de ces essences. Alors, face à cet impératif, d'accélérer le reboisement en France, même si l'État, bien sûr, est proactif sur cette thématique, ne serait-ce qu'avec le plan de relance qui vient d'être adopté. Les initiatives ont besoin d'être complétées et justement des organisations professionnelles de la filière, dont les coopératives, ont souhaité mettre en place, il y a 5 ou 6 ans de ça, un dispositif pour accompagner et accélérer l'effort de reboisement en France. Donc, et ce dispositif est un fonds de dotation. Je rappelle très brièvement ce qu'est un fonds de dotation. C'est vraiment un organisme de mécénat à but non lucratif qui est destiné à réaliser une œuvre d'intérêt général. Et donc cette mission d'intérêt général consiste à accélérer le reboisement dans le cadre justement d'une gestion durable et pour justement lutter contre le changement climatique et favoriser aussi l'utilisation du bois. Le mécénat donc est un dispositif justement incité par l'État, là où l'État ne peut pas répondre à l'ensemble des enjeux. Il favorise le mécénat à travers justement
un encouragement fiscal pour pouvoir prendre, pour que la sphère privée, les entreprises et les particuliers puissent participer à ces grands défis d'intérêt général qui sont à relever. Donc, Plantons pour l'avenir permet d'associer ces mécènes autour de 3 programmes. Donc, un programme de soutien au reboisement, pour justement accompagner des projets de reboisement en France métropolitaine, afin donc de renouveler ces forêts face au changement climatique et je le répète encore, à l'augmentation de nos besoins en bois. On a également un programme de sensibilisation, parce qu'il est absolument indispensable aussi d'œuvrer justement pour une prise de conscience sur les différents rôles, qui soient économiques, environnementaux ou sociétaux de nos forêts, et recréer le lien qui souvent est mal perçu ou cassé entre l'utilisation du bois et les forêts d'où proviennent ce bois. Donc là, il y a aussi un grand enjeu de compréhension par un public large de ces enjeux. Voilà. Et ensuite, on a aussi un programme d'innovation pour soutenir des projets de recherche sur les techniques de plantation et les essences adaptées justement aux grands défis climatiques qui nous attendent. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, dans le cadre du programme Planter, Plantons pour l'avenir a réussi jusqu'à présent à soutenir un peu plus de 300 projets de reboisement en France. Donc, vous voyez, c'est très dispersé sur l'ensemble du territoire, là où il y a justement des besoins de renouvellement de parcelles. C'est à peu près 1800 hectares de reboisement aujourd'hui réalisés, avec plus d'une vingtaine d'essences forestières, puisqu'on répond à des cas de figure géographiques tout à fait différents. Alors pour terminer cette présentation, donc je voudrais justement aborder deux questions essentielles. Je vais demander à la diapo suivante, si vous voulez bien. Voilà, de façon justement à ce qu'on comprenne ces enjeux qui nous attendent et face à ce changement climatique, je vous l'ai dit, notre forêt est à la fois victime mais solution aussi de ces enjeux climatiques et comment faut-il réagir pour ne pas justement être uniquement en situation de réaction face à des crises. Voilà. Et nos forêts, justement, et les usages du bois, et c'est ces deux articulations qu'il faut bien voir ensemble, sont vraiment au cœur de ces équilibres environnementaux, socio-économiques qui nous attendent. Il faut avoir à l'esprit qu'en France métropolitaine, nos forêts participent annuellement au captage de plus de 20% de nos émissions de gaz à effet de serre. 20 à 25% selon les études. Ce captage annuel se situe, alors bien sûr c'est l'activité de photosynthèse de nos forêts, ce stockage reste pour les 2/3 dans nos forêts, c'est-à-dire que c'est l'augmentation de la biomasse forestière de nos forêts, pour à peu près 80 millions de tonnes par an, et donc répartis dans la biomasse feuillue, résineuse, les bois morts et le sol. Et une autre partie, le dernier tiers, c'est le bois qui est exploité de nos forêts et qui est utilisé justement en substitution d'énergie fossile ou de matériaux plus énergivores. Et c'est bien l'ensemble de ces deux compartiments qui participent au stockage du carbone qu'on émet. On va passer à la diapo ensuite, s'il vous plaît. Voilà, et justement, on est dans un contexte où il faut absolument réfléchir. On a face à nous, donc là je vous présente les scénarios qui ont été présentés par l'étude INRAE IGN de 2017, justement pour essayer de comprendre le rôle de la forêt et l'utilisation du bois dans ce grand défi climatique qui nous attendent. Et il faut bien avoir justement à l'esprit qu'il faut à la fois sécuriser l'actif carbone forestier qu'on a dans notre écosystème forestier et éviter aussi les émissions par l'utilisation du bois.
Et donc dans les 3 scénarios qui sont présentés ici, vous avez un scénario, celui donc de gauche, où on resterait sur une récolte modérée dans nos forêts, où le stockage, bien sûr, se ferait par accroissement de la biomasse forestière dans nos forêts, mais un stockage qui serait si vous voulez, alors le terme labile, ça veut dire qu'il n'est pas pérenne, qui est précaire. Ce stockage, effectivement, peut être soumis à des crises, à de nouvelles tempêtes, à des incendies, à des sécheresses, à des dégâts de scolytes, etc. Il y a un scénario intermédiaire où on essaierait de maintenir un stockage important, bien sûr, dans nos écosystèmes forestiers, et puis augmenter un petit peu le stockage dans les produits et les émissions évitées par l'utilisation du bois et l'exploitation de nos forêts, en augmentant un petit peu l'exploitation sur nos territoires, plutôt de manière localisée, géographique. Et puis un dernier scénario, celui de droite, où on aurait une action un peu plus poussée sur justement l'exploitation forestière, l'utilisation et la valorisation du matériau bois, avec derrière, bien sûr, des grands plans de reboisement pour pouvoir renouveler, en tout cas, les forêts qui souffrent le plus du changement climatique. Alors, qu'on le veuille ou non, peut-être, justement, qu'on sera sur des scénarios intermédiaires entre le 2 et le 3, parce qu'on devra répondre à des situations de crise, comme on le voit avec justement des forêts qui vont dépérir avec des attaques de scolytes ou suite à des incendies, etc., etc. Et là, si vous voulez, donc l'idée étant il faudrait faire attention à ce que la part du stockage dans nos écosystèmes forestiers ne soit pas trop importante par rapport à la part du stockage de carbone dans les produits et les émissions évitées, c'est-à-dire dans les usages du bois, puisque effectivement ce stockage dans les écosystèmes peut être tout à fait réversible. Et je rappelle les grands incendies qu'on a pu voir, notamment en Californie. Voilà pour cette notion. Je pense que c'était par rapport aux enjeux de reboisement, je pense que c'est quelque chose d'important à avoir à l'esprit. C'est que voilà, si on veut adapter nos forêts au changement climatique, si on veut éviter que ce stockage dans nos écosystèmes soit réversible, eh bien, il va falloir être actif sur ces points-là. Donc Ludovic Perrault, directeur de la coopérative La Forêt Privée lozérienne et gardoise. Voilà. Bon, je vous laisse passer. Ah, c'est bon, ça fonctionne. Donc, en ce qui concerne et donc je vous remercie au nom du C2F de nous avoir invités à cette rencontre. Ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, en ce qui concerne le modèle de la coopération forestière, c'est un modèle qui est basé donc sur le fait de pouvoir regrouper des propriétaires forestiers, donc qui deviennent adhérents à la coopérative, et avec ce regroupement, eh bien, nous allons pouvoir constituer une équipe administrative, donc au sein d'un conseil d'administration, et puis incarner par le biais d'une équipe technique la possibilité d'apporter des conseils auprès des propriétaires forestiers. Donc, en ce qui concerne notre structure, tout est dit dans le titre. Donc, la forêt privée lozérienne et gardoise, c'est-à-dire que nous intervenons principalement sur les départements de la Lozère et du Gard. Au sein de notre coopérative, on regroupe un peu plus de 2500 adhérents pour 52 000 hectares de forêt sous adhésion, ce qui fait que au niveau national, donc il y a d'autres structures coopératives aussi qui animent le territoire, on représente la première forme de regroupement à grande échelle pour les propriétaires forestiers. Et dans notre cas spécifique, donc rattaché à la région Occitanie, eh bien, on a créé une structure supra qui s'appelle Sylvadoc et qui regroupe elle-même 2 autres coopératives. Alors, Ludovic, n'hésitez pas à mettre le son au maximum. Quelques retours par rapport au son, si vous avez la possibilité, ou bien parler devant votre micro. Alors, est-ce que là, c'est encore mieux ? C'est parfait, c'est encore mieux. D'accord, parfait. Alors, en ce qui concerne le rôle de la coopérative, eh bien, il se définit sur 3 axes.
Le premier, le principal, c'est le conseil en gestion forestière. Donc en général, ça se traduit par une rencontre entre trois entités, le technicien forestier, le propriétaire qui est adhérent à la structure, et puis bien sûr la propriété forestière. L'objectif du technicien, ça va être d'éclairer le propriétaire sur la qualité de sa propriété, et puis d'apporter donc des propositions de mise en gestion, tant en termes d'investissement, donc l'investissement se traduit en général par la création ou l'entretien de pistes qu'on va appeler la desserte forestière, et puis sur le renouvellement des forêts ou son enrichissement par le biais de plantations. Le deuxième axe, lui, est plutôt lié aux aspects de récolte des bois, donc qui se traduit par l'intermédiaire de coupes qui sont extrêmement diverses. Donc, nous avons en synthèse des coupes dédiées au changement de peuplement, donc par la forme de coupes rases. Nous avons des coupes dites d'éclaircies qui visent à accompagner l'accroissement du peuplement. Et puis, depuis quelques années, nous avons des coupes qui sont dites irrégulières, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir sur une parcelle forestière à peu près toutes les catégories d'âge que constitue un peuplement forestier. Donc, en fonction de la sensibilité du propriétaire, en fonction du potentiel forestier d'une parcelle forestière, eh bien, le technicien doit être à même de proposer une solution qui soit compatible avec le propriétaire et sa propriété. Sur la base de ces conseils, on va l'incarner en général sur ce qu'on appelle un document de gestion durable. Alors, je vous ferai grâce des acronymes. Ce document de gestion durable est présenté pour validation auprès de l'autorité publique. Donc, en général, ça passe par, on va dire, une chambre d'enregistrement qui s'appelle le Centre régional de la propriété forestière, puis validé en préfecture. Alors, pourquoi est-ce que je présente ce document de gestion? C'est pour insister sur le fait qu'un propriétaire forestier ne fait pas complètement ce qu'il souhaite sur sa propriété. L'action qui peut être menée sur son domaine privé reste encadrée par des enjeux, des contraintes administratives et des enjeux environnementaux. Sous réserve d'obtenir cette validation sur le document de gestion, et bien, par la gestion qu'il va mettre en place derrière, il obtient aussi la garantie dite de gestion durable. Une fois que ce document clé est établi, eh bien, il reste à le mettre en application. Donc, comme je vous le disais à l'instant, cette application va se traduire sur de l'investissement. Donc, ça va être le conseil en ce qui concerne les travaux forestiers, donc à savoir création de dessertes en entretien donc du réseau de voirie interne à la propriété, et puis la nécessité principalement d'adapter entre autres la forêt au changement de climat avec donc des plantations donc qui vont se traduire soit par des changements de peuplement, donc ça s'appelle une transformation, ou alors un enrichissement. L'enrichissement, c'est le fait de partir avec un peuplement qui est composé par exemple d'une essence première comme le Douglas, et on va lui amener d'autres essences complémentaires pour améliorer sa résilience face aux variations de climat. Donc, dans le cadre de ces travaux, la coopérative peut soit en assurer la maîtrise d'œuvre, soit, en fonction du souhait du propriétaire, donc de l'adhérent, lui faire des chantiers qu'on appellera clés en main. Le second axe où la coopérative va accompagner le propriétaire forestier, ce sera en termes de récolte. Donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on a différentes formes, différentes modalités pour intervenir en coupe forestière. Et en ce qui concerne la commercialisation, donc là, la coopérative peut intervenir au nom du propriétaire pour vendre ses bois. Donc, en général, ça se traduit par des enchères privées. Ou alors, la coopérative peut aussi proposer l'achat en direct à son adhérent. Dans tous les cas, que ce soit en travaux ou en intervention de coupe, c'est la coopérative qui propose un moyen et c'est son adhérent qui dispose en fonction des souhaits qu'il souhaite réaliser ou mettre en œuvre.
Donc voilà pour ce qui concerne la présentation, j'allais dire, du rôle d'une coopérative forestière. Donc là, je passe la parole à Denis Pitt, qui est propriétaire forestier et adhérent à notre structure. Bonjour à tous. Donc, je suis Denis Pitt, agriculteur et effectivement propriétaire forestier sur une vingtaine d'hectares. Donc, il y a de ça une bonne dizaine d'années, voire 15, j'ai acquis une dizaine d'hectares de Douglas et de Laricio. Donc, ça a complété ma forêt qui était déjà en Douglas et en paix maritime. Et donc, là, j'ai cherché quelqu'un pour m'accompagner dans la gestion forestière parce que même si je connais un peu la forêt, vu que j'ai des châtaignes à côté, donc des châtaigniers, j'étais pas un spécialiste forestier. Et donc, j'étais en contact avec la coopérative. Et ce qui m'a intéressé de suite avec la coopérative, c'était cette concertation entre moi-même, l'adhérent, et le technicien de la coopérative qui me proposait plusieurs solutions. Et effectivement, moi qui voulais participer et comprendre ce qui se faisait, c'est moi qui ai décidé depuis finalement toutes les actions qu'on a fait, même s'il y a une certaine logique technique derrière. Donc, nous avons fait à l'époque un document de gestion assez simple, mais qui m'a permis à la fois comprendre sur les actions dans le temps et du coup de pouvoir gérer la forêt sur du long terme, puisque la réflexion se portait, voilà, on avait décidé de faire une réflexion sur une trentaine d'années, puisque même si mes enfants étaient petits à l'époque, je voulais très vite les intégrer dans l'intérêt de la forêt. Donc, du coup, avec la coopérative, j'ai commencé par faire une coupe d'éclaircies pour ouvrir donc ma forêt à la lumière et en même temps vendre du bois, puisque on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, et que donc les ventes permettent de payer toutes les charges de la forêt. Et donc, voilà, pour cette partie-là, j'ai fait le martelage, j'ai voulu participer au martelage, c'est-à-dire au marquage des arbres qu'il fallait enlever. En même temps, le technicien m'a dit le pourquoi celui-là était mieux que l'autre. Et donc, après avoir fait cette coupe d'éclaircies, elle a été mise aux enchères. Et donc, elle m'a fait un peu de revenu, ce qui m'a permis de faire un projet de piste forestière pour mieux desservir ma forêt et surtout pour qu'on puisse y accéder beaucoup plus facilement dans son cœur, pour pas avoir des terrasses de partout. Donc, des terrasses, c'est des tracteurs qui tirent le bois, quoi. Voilà, donc nous avons fait cette piste où là il y a eu pareil pour son passage, on a regardé différentes hypothèses pour prolonger cette piste dans l'avenir. Et donc là pareil avec la coopérative nous avons fait un dossier puisqu'il y a de l'aide régionale à travers le FEADER je crois pour pouvoir faire ces travaux-là dans la forêt. Donc, c'est une aide à l'investissement. Après, j'ai fait deux autres coupes, mais dont une notamment sur mes pâturages, puisque tout à l'heure, on parlait de déprises agricoles, et effectivement, j'avais récupéré des parcelles qui avaient subi la déprise agricole et qui se trouvaient difficilement exploitables pour les animaux et d'une qualité forestière pas très élevée. Et donc, avec le technicien, nous avons regardé comment transformer cette parcelle en parcelle de sylvopastoralisme, c'est-à-dire pouvoir pâturer sur la parcelle et pouvoir à la fois avoir des arbres qui se développent, donc pour faire de l'ombre pour l'herbe et les animaux, et en même temps pour faire du bois d'œuvre si possible. Donc, nous avons fait ça. Là, vous avez en vue une diapo où on voit très bien les problèmes de déprise, de dépérissement des châtaigniers
Donc ça, c'est des châtaigniers de repousse, des châtaigniers sauvages, qui, avec l'évolution climatique, sont en train de sécher sur pied, de dépérir. Alors, on peut avoir l'impression qu'il y a un peu de verdure, mais c'est simplement des petites branches qui poussent en bas des troncs. D'ici 2 ans, cette parcelle sera complètement sèche. Donc, sur cette parcelle, on voit qu'on a fait passer une prolongation de piste sur la gauche, là, qui est toute fraîche, qu'on a pris la photo. Et nous avons aussi un commencement de plantation, là, où on voit avec les tubes pour se protéger du gibier, pour protéger les arbres du gibier. Et donc là, on a vraiment ce qui se passe actuellement dans nos forêts, c'est-à-dire que la sécheresse sur certains secteurs détruit complètement les boisements qui sont en place et qui perdent toute valeur. Alors ça, nous avons une autre diapo là qui montre une plantation donc après coupe sur un versant nord. Et donc là, on voit que le sol a été travaillé et il y a tout le travail voilà, de préparation à la plantation qui a été fait. Et là aussi, donc avec un accompagnement, j'allais dire à 100%, c'est-à-dire jusqu'à la plantation à travers la coopérative. Voilà. Et puis sur cette dernière vue, on a ce qui existe depuis quelques années, qui est la piste aménagée avec du bois qui a été mis, du bois d'éclaircie, oui, qui a été mis bord de route et qui va directement être enlevé par un camion. Donc voilà ce que la coopérative nous a apporté et ce qu'elle nous apporte toujours, c'est-à-dire que régulièrement, on fait des interventions, régulièrement le technicien vient et aujourd'hui, mes enfants sont tous adultes, en plus de 20 ans, et donc je les ai impliqués dans la gestion de cette forêt, puisque moi j'avais quelques bouts au départ et puis j'en ai racheté et donc aujourd'hui ils montrent un grand intérêt à pérenniser cette forêt et je pense que en plus de pérenniser à travers le changement climatique, de pérenniser à travers une transmission pour la forêt c'est primordial puisque le cycle d'une forêt est de on va dire 80 ans si un cycle complet et notre espérance de vie d'adulte est peut-être des fois pas si longue. Voilà, je vous remercie. Donc moi, je conclurai par les 3 enjeux qui nous semblent majeurs pour les années à venir et je dirais même pour l'année déjà à venir. C'est l'intégration des changements climatiques dans les modalités de gestion. On est assez catastrophé de voir le rythme des bouleversements météo qui viennent nous impacter sur des délais qui sont toujours plus courts et avec une violence qui fait que on peut s'inquiéter de voir des types de peuplement, des types d'essence complètement disparaître. Donc ça, apporter une forêt résiliente, c'est un enjeu qui est immédiat. Le second enjeu, c'est de maintenir la proximité en ce qui concerne les coopératives avec nos adhérents. Donc là, vous avez l'exemple, j'allais dire, type d'un propriétaire terrien, mais comment je dirais, les villes ne cessent d'absorber de plus en plus de densité de population et nos territoires ne sont pas exsangues de propriétaires, mais souvent la génération à venir se concentre dans les villes et à nous aussi de pouvoir nous adapter par les moyens comme la visio, le webinaire, etc., ce qu'on est en train de mettre en place pour maintenir ce lien social qui lie la coopérative et son adhérent, parce que au-delà de la démarche commerciale ou technique, il y a une vraie démarche sociale qui s'incarne dans le modèle de la coopération forestière. Et puis, pour conclure, en lien avec l'action d'aujourd'hui, effectivement, on pressent que le bois dans la construction, au travers de la commande publique, avec les enjeux de captation de carbone, de puits carbone, etc., ça commence j'allais dire, à ruisseler au niveau des décideurs publics. Et on s'attend effectivement à ce que l'aval de notre filière se tourne. Alors, je dirais pas plus ou moins vis-à-vis du béton, de l'acier, etc., mais intègre en complément une part plus significative
du produit bois. Mon inquiétude, ou du moins mon ambition, l'ambition que peuvent avoir les coopératives, c'est de ne pas dissocier l'intégration du bois avec le territoire. Le vœu pieux, c'est que le bois qui intégrera la commande publique et la commande privée par effet secondaire en général, ce soit bien un bois qui vienne de notre territoire métropolitain ou de France. Ça, c'est un des enjeux majeurs, que ce bois ne vienne pas d'Amazonie ou de pays, j'allais dire, plus exotiques. Je vous remercie. Voici, Stéphane, du coup, je vous laisse la main pour 10 petites minutes de présentation. Ouais, okay. C'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'aller très vite parce qu'on a pas mal de retard et moi j'ai quand même pas mal de choses à dire. Donc premièrement, on en a un petit peu parlé. Donc la surface forestière, donc en France métropolitaine, donc depuis a connu un stade critique en fait, la deuxième moitié du XVIIe siècle, avec notamment l'utilisation du charbon de bois lors de la première révolution industrielle. Et à partir de 1840, notamment du Second Empire, on a connu une phase de reboisement très très importante, avec le reboisement des Cévennes, de la Bretagne, de l'Aquitaine, qui a abouti aujourd'hui à une surface forestière qui est équivalente à ce qu'on avait en 1350, c'est-à-dire au moment de la guerre de 100 ans et de la Grande Peste noire, avec une surface forestière qui occupe aujourd'hui 30% du territoire. Pardon, ça va trop vite. Voilà. Donc, aujourd'hui, en fait, ce dont on parlait là, c'est-à-dire que la seconde révolution industrielle, qui est à l'origine du réchauffement climatique, génère une nouvelle menace sur la forêt. Où on a une forêt aujourd'hui qui est plutôt continentale, et les projections scientifiques qu'on peut avoir aujourd'hui à l'horizon 2100 sur un scénario de réchauffement modéré font passer cette forêt qui est plutôt de type continental à une forêt de type méditerranéenne. Et on voit que 90% des épicéas sont menacés, 60% des sapins blancs, 2/3 des hêtres communs, 1/3 des chênes sessiles et pédonculés, qui sont vraiment les essences spécifiques à la forêt continentale, au profit d'essences maritimes, pins maritimes, etc. Et le temps d'adaptation biologique naturelle de la forêt n'est aujourd'hui pas compatible en fait avec le renouvellement nécessaire de la forêt. Donc on a une forêt en fait qui est très diversifiée en France, hein. C'est le premier massif forestier européen en termes de feuillus. On a plus de 180 espèces qui sont représentées. On a quand même 50% des massifs qui sont en peuplement monospécifique, donc ce qui les expose quand même beaucoup aux aléas climatiques. On a une forêt qui est à 75% détenue par des propriétaires privés avec des petites parcelles de moins de 5 hectares. Et surtout, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on a un taux de prélèvement de cette forêt qui est inférieur à 50%, là où la plupart des grands pays forestiers européens ont un taux de prélèvement de 60 à 65%, et ce qui expose en fait la forêt aux aléas climatiques, à la sécheresse, aux incendies et aux attaques endémiques de scolytes. Donc, par rapport à ce constat hein, d'une forêt qui est quand même très, très exposée, le développement de la construction bois, en fait, est une manière de répondre aux enjeux du dépérissement de la forêt, notamment sur une structuration de la filière qui va du bois d'œuvre au bois industrie jusqu'au bois énergie. Donc, construire en bois aujourd'hui, ça veut dire cultiver la forêt, augmenter son prélèvement, les coupes d'éclaircies. Ces coupes d'éclaircies permettent d'alimenter tout le réseau de bois énergie et d'éclaircir les bois pour les faire pousser, et surtout de renouveler le peuplement qui doit s'adapter donc aux enjeux du dérèglement climatique. L'autre élément important pour la filière, c'est de caractériser les essences feuillues pour le bois d'œuvre, puisqu'aujourd'hui on construit principalement à partir d'essences résineuses. Et ça, c'est un très gros travail qu'est en train de faire la filière
pour caractériser le chêne, le châtaignier, le peuplier, les hêtres. Et on commence à voir des chantiers qui sortent, là, notamment avec Manu Bois, avec des bois lamellés collés de hêtres, etc. Donc là, il y a un enjeu très important. Vous voyez ici le schéma de structuration de la filière bois, qui va donc de la plantation jusqu'au prélèvement, avec le développement de la chimie du végétal, du bois industrie. Donc, ce qu'on appelle le bois industrie, c'est tout ce qui est pâte à papier, bois de trituration, le recyclage du bois, et en fin de course, donc qui doit être la dernière sortie, c'est l'utilisation du bois à énergie à travers les plaquettes forestières et les granulés bois, la méthanisation et la pyrogazéification. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on utilise de moins en moins de ce qu'on appelle les bois ronds de chauffage, et de plus en plus, c'est des déchets des scieries qui sont utilisés ou les bois d'éclaircie pour alimenter les chaufferies de biomasse. Une des manières de répondre aux enjeux du dérèglement climatique, c'est ce dont on parlait à l'instant, c'est de cultiver la forêt en futaies irrégulières, où on va travailler la forêt non pas avec des coupes rases, mais avec des coupes d'éclaircie, de manière à faire évoluer les taillis en futaies, qui est aujourd'hui une technique assez récente qui s'appuie beaucoup sur les techniques d'agroécologie. Et l'autre chose qu'il faudrait arriver à développer aussi, c'est tout ce qui est agroforesterie. Donc, comme on le disait tout à l'heure, la forêt, c'est un vecteur vers la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les forêts absorbent 15% des gaz à effet de serre nationaux. Et si on intègre la part de stockage des produits bois qui sont mis en œuvre sur le territoire, c'est-à-dire l'ameublement, la construction bois, etc., le secteur bois-forêt, aujourd'hui, absorbe 25% des émissions métropolitaines. Dans les scénarios AFTER 2050, donc qui visent la neutralité carbone, l'objectif, c'est à terme d'augmenter le prélèvement donc, sur l'accroissement biologique, comme on l'a vu tout à l'heure, de 50 à 65%, en maintenant, voire en augmentant les surfaces cultivées, de développer le bois d'œuvre et tous les matériaux annexes, c'est-à-dire panneaux, isolants, biosourcés, etc., de 35% à l'horizon 2050, et d'intensifier l'usage du bois énergie en substitution des énergies fossiles à travers la méthanisation, la pyrogazéification, les plaquettes forestières. Donc, le cycle de la forêt aujourd'hui, dans son enjeu sur le carbone, c'est donc bien une absorption, donc la forêt qui absorbe, le bois construction qui stocke, et le bois énergie qui fait de la substitution, comme le bois d'œuvre d'ailleurs, qui peut se substituer. On considère qu'aujourd'hui, 1 mètre cube de bois stocke 1 tonne de CO2 et évite l'émission aussi indirecte de 1 tonne de CO2 pour la fabrication d'un autre matériau de type d'origine minérale ou pétrochimique. Et c'est équivalent à 30 ou 60% de gain carbone par rapport à des constructions, à partir de matériaux minéraux ou d'origine pétrochimique. Un bâtiment bois, par exemple, de 1000 m² de SDP correspond à peu près à 1 hectare de forêt. C'est-à-dire, on a 80 kg sur un bâtiment en ossature tel que vous le voyez là. On a 80 kg de matériaux biosourcés au mètre carré de surface de plancher, ce qui correspond à peu près à 175 m³ de bois mis en œuvre, ce qui correspond en gros à 1 hectare de forêt à 100 arbres de haute futée. Sur un projet comme ça, on stocke 145 tonnes d'équivalent CO2 et on participe à moins 125 tonnes équivalent CO2 d'atténuation au changement climatique par substitution et absorption. Donc, vous voyez, 1000 m², 1 hectare de forêt, sachant que potentiellement, on a 90 millions de mètres cubes produits chaque année par accrassement biologique de la forêt. Donc, la forêt, aujourd'hui, c'est une ressource renouvelable et disponible. La forêt française, c'est le 4e massif forestier européen et le 3e stock de volume d'arbres sur pied. Pourtant, le secteur bois-forêt, c'est 10% du déficit de la balance commerciale et la construction bois reste marginale et représente aujourd'hui moins de 4% des constructions d'habitat collectif. Face à ça,
la production de béton qui a 75 ans, avec une industrie de l'acier et du ciment qui sont responsables de plus de 15% des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, est déjà confrontée en fait à une problématique d'épuisement des ressources en sable et des granulats, et des problématiques d'accessibilité aux carrières, puisqu'il est de plus en plus difficile d'ouvrir des nouvelles carrières, notamment pour extraire le calcaire qui est nécessaire à la fabrication du ciment. Vous voyez aussi ici les aires d'approvisionnement aujourd'hui pour la région Île-de-France des granulats et minéraux pour pouvoir construire. Et sur le schéma de droite, le taux de dépendance par rapport à le taux de dépendance de l'Île-de-France au sable, avec en jaune ce qu'on appelle les granulats alternatifs, c'est-à-dire l'idée de substituer le sable d'origine terrestre par du sable marin, ce qui se fait beaucoup par exemple en Grande-Bretagne, où 50% du sable provient de la mer, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la destruction des fonds marins, la biodiversité et le gaspillage d'eau douce. Donc, je voudrais revenir sur la construction bois. Donc, l'industrie de l'acier a 150 ans et celle du ciment 60. Je parle d'industrialisation, je ne parle pas des premières constructions. La forêt de Notre-Dame avait 800 ans et ses bois plus de 1000 ans. La construction bois en France a toujours été prédominante jusqu'à la fin du 19e siècle. Elle s'est beaucoup développée à base de petits bois parce qu'on avait une ressource forestière de petits bois. Et vous voyez ici des constructions à Paris de R+4 plus comble à pans de bois et le développement de la charpente de Philibert Delorme à partir de lamellés cloués, toujours à partir de petits bois. La pierre de taille était principalement réservée aux édifices de prestige et aux bâtiments, aux façades, par exemple, des bâtiments haussmanniens. Et on considère qu'aujourd'hui, 60 à 70% du patrimoine parisien est à base de structures bois enduits du plâtre de Paris, puisqu'on avait les carrières de plâtre à Montmartre, Belleville, etc. Vous voyez ici l'exemple d'une réhabilitation faite par les architectes F+L dans le 19e rue d'Aubervilliers, passage Gois, où c'est un bâtiment à R+5 plus comble à pans de bois. C'est un bâtiment qui a été construit en 1880 et qui a été totalement réhabilité en conservant les pans de bois. C'est une opération très, très intéressante. Et c'est un bâtiment de la fin du 19e siècle. Donc, Paris, ville du bois. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, quand Paris est devenue la capitale du royaume au XIIIe siècle sous Philippe Auguste, c'est le bois qui a été choisi pour pouvoir construire cette capitale de manière très rapide. Tout l'approvisionnement en bois venait des forêts de Haute-Marne et du Nivernais en Bourgogne et était acheminé en fait par les voies fluviales, par les bois de flottage. Et vous voyez sur votre gauche l'île de Louviers, là, à côté du port de l'Arsenal, qui accueillait les théâtres de bois qu'on faisait sécher, ainsi que les trains de bois qui arrivaient du Morvan, qui étaient des énormes trains de bois, donc voilà, et qui alimentaient Paris en bois de chauffage et en bois de construction. Le faubourg Saint-Antoine, par exemple, qu'on a appelé la ville du bois, était le quartier le plus industrieux de la capitale, juste à côté des chantiers bois de stockage. Et c'est par le faubourg Saint-Antoine, qui était une zone franche, que l'art de la Renaissance se diffusa. Donc, vous voyez ici sur une carte de Turgot qui date de 1739 la présence des chantiers bois. On en a même aussi au-dessus, là, vers le quartier Saint-Antoine, derrière la Bastille, où la présence du bois est très très importante. Hein. Le port de Paris étant le plus grand port de France à cette époque-là. Donc, en fait, la tradition des charpentiers, c'est-à-dire les charpentiers, existent depuis très très longtemps en France. Hein. L'art du trait, qui date du XIIe siècle, qui a été ramené par ce qu'on appelait les dévoirants, donc les compagnons charpentiers qui accompagnaient les Templiers lors des croisades, ont ramené avec l'arc d'ogive pris sur la civilisation arabo-musulmane, ont aussi ramené toute la science aristotélicienne, la géométrie euclidienne et l'art des mathématiques développé par la civilisation arabo-musulmane, qui a donné naissance à l'art du trait, qui est une des premières représentations en fait
géométrique des ouvrages qui donnera ensuite qui aboutira sur la perspective et qui va fonder en fait les premiers architectes comme Villard de Honnecourt. Voilà. Donc l'importance des charpentiers est très très dominante et en fait on va faire face donc avec la première guerre industrielle, donc la première guerre mondiale, qui va correspondre au déclin de la construction bois en France. Ça correspond aussi en fait aux charpentiers qui ont été énormément tués pendant la Première Guerre mondiale, puisque c'était les sapeurs qui construisaient les tranchées. Donc, la généralisation en fait de la construction en béton après la Seconde Guerre mondiale s'est basée sur la standardisation de la branche de coffrage pour faire face aussi au déficit de main-d'œuvre qualifiée qu'on n'avait plus, qu'on a perdu en grande partie pendant la Première Guerre mondiale, et a répondu donc au besoin de massifier la construction de logements. Donc la construction en voile béton armé porteur en façade et refend, avec une isolation collée par l'intérieur, donc c'est le gros standard de la construction des logements en France, 90% des logements sont construits comme ça. C'est vraiment une spécificité française qu'on ne retrouve pas ailleurs en Europe, là où le mouvement moderne avait inventé le plan libre, qui était censé libérer la façade et le plan de la fonction porteuse des murs appareillés en pierre. Et donc, le retour aujourd'hui de la construction bois, c'est pour nous une requalification aussi des métiers du bâtiment et de l'acte de bâtir, qui s'inscrit dans la transition numérique et industrielle qu'elle porte, en actant le passage d'une construction monolithique basée sur le coulage et l'encollage à une culture de l'assemblage et de la mixité. Donc, vous voyez ici, voilà, ça c'est Storenzo. Donc l'enjeu de la construction bois, ce n'est pas seulement un enjeu architectural, de guerre de matériaux, etc. On l'a vu, c'est aussi, ça s'inscrit dans une logique de répondre aux enjeux du dérèglement climatique. Nos deux premières révolutions industrielles ont été basées sur un extractivisme intensif et l'exploitation des énergies fossiles. L'enjeu aujourd'hui, c'est de baser, si on veut réussir la transition nécessaire pour faire face au dérèglement climatique, c'est à notre sens de passer de cette économie fossile et extractiviste à une économie solaire, donc qui s'appuie sur la biomasse, le vent, le soleil, l'eau, et sur des ressources renouvelables et biosourcées. Donc, la construction bois et la forêt répondent à ces enjeux-là et permettent de restaurer les écosystèmes qui ont été mis à mal, qui sont mis à mal aujourd'hui par le dérèglement climatique. Et la construction bois donc s'inscrit dans cette économie solaire. Et je finirai sur ce titre de Paul Valéry repris par Jacquard, Le temps du monde fini. Donc l'acte de bâtir aujourd'hui a des impacts très importants sur ce qu'on appelle le métabolisme territorial. Vous voyez aussi ici la carte sur le métabolisme urbain de la région Île-de-France. Et il faut que notre acte de construire prenne la mesure en fait, des changements de paradigme que ce temps du monde fini nous impose, si on veut pouvoir inverser le cours de l'histoire qui nous attend. Voilà. Et pour garantir l'habitabilité sur la biosphère, puisque nous, en tant qu'architectes, notre premier rôle, c'est l'habitat. Et donc, c'est aussi l'habitat du genre humain qui est aujourd'hui mis en cause à travers ces enjeux du dérèglement climatique. Voilà, merci. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette intervention passionnante. On a un petit peu débordé sur le timing, donc on propose d'avoir juste un temps d'échange juste pour 2-3 questions. Par contre, bien sûr, on vous laisse quand même le temps de mettre des questions dans le chat. On y répondra dans un prochain mail via un PDF. Donc, pour que vous ayez réponse à toutes vos questions. On va seulement en traiter quelques-unes, comme par exemple, qu'en est-il de la possibilité de reboiser via le financement par des entreprises voulant faire de la compensation? Donc, nos intervenants, s'il y en a un et s'il y en a un qui est inspiré, donc je vous laisse la parole. Alors,
Si je peux prendre la parole, oui, donc Oui. Tancred Neveu, Plantons pour l'avenir. Donc si on parle de compensation, effectivement, on parle d'achat de crédit carbone. Hein. Effectivement, il existe un dispositif maintenant en France pour labelliser des projets de compensation carbone. C'est le label bas carbone qui s'est déployé sur des dispositifs, sur des itinéraires techniques de boisement et reboisement en France, mais ça concerne que des cas, pour l'instant, que des cas de figure très particuliers, comme le boisement de terrain qui n'était pas forestier au préalable, ou le reboisement de parcelles forestières qui ont été très récemment touchées par un sinistre quasiment total, un incendie, etc., etc. Et en fait, ça ne répond qu'à une petite partie de la grande problématique de renouvellement de nos peuplements forestiers. Voilà. Et là, on est dans un acte un acte d'achat de crédit carbone, hein, avec des crédits carbone à la clé, et ce que ne fait pas Plantons pour l'avenir, puisque nous sommes, nous, un organisme de mécénat, et on ne vend pas de services ni de crédit carbone. Voilà. Si vous voulez, on passe à une autre question, on pourra y répondre directement par PDF. Quelle est la rentabilité d'une forêt? Et on a également donc une double question qui est: ne faut-il pas éviter les coupes rases? Alors c'est vrai qu'on a eu pas mal de questions là-dessus. Ça peut être intéressant de rappeler qu'est-ce qu'une coupe rase, quel est son intérêt, pourquoi pas ses limites aussi. Donc voilà pour ces questions. Je veux bien me lancer sur cette question-là. Oui. En ce qui concerne la question de la coupe rase, médiatiquement, elle est mise en exergue un peu à toutes les sauces, et on fait peur, j'allais dire, au grand public avec cette sémantique autour de la coupe rase, et on tente de faire croire que coupe rase égale défrichement égale érosion. Donc en clair, c'est la politique de la terre brûlée, coupe rase, et après, derrière, c'est la catastrophe. La réalité à notre échelle est quand même très très éloignée de la caricature qui est vendue au grand public. La coupe rase peut s'incarner dans certains modes de gestion. Si on considère le traitement du taillis, par exemple, donc le taillis, c'est le fait d'avoir des rejets depuis une même souche, d'accord. Nous, c'est une modalité qui est quasi systématiquement appliquée sur la récolte du chêne ou du châtaignier pour des produits dédiés au bois de chauffage, par exemple. Donc, c'est un mode de gestion, la coupe rase, où par une intervention régulière tous les 40, 50, 60 ans, eh bien, une parcelle va être récoltée. Mais derrière la coupe rase, on va avoir des rejets de taillis, on va avoir une reconstitution du peuplement. Ensuite, en ce qui concerne les peuplements résineux, par exemple, sur les peuplements de pins, il peut y avoir des coupes rases d'exécuter, mais pendant la durée de vie d'un peuplement, donc on peut considérer de 60 à 80 ans pour arriver au seuil de récolte, on a une maturité du peuplement qui arrive à hauteur d'une trentaine d'années, et cette maturité sexuelle fait que pendant plus de 30 ans, vous allez avoir des graines qui naturellement vont tomber dans le sol, se réfugier dans la litière, et on a ce qu'on appelle une banque de graines qui reste en dormance dans le sol, et au moment où la coupe va être exécutée, cette banque de graines va être sollicitée, en particulier par l'apport de lumière. C'est le cas type pour le pin maritime, par exemple, et on va avoir une reconstitution du peuplement. Donc moi, je suis assez inquiet de l'image que l'on donne de la coupe rase, parce que ce n'est pas les modalités de gestion qu'il faut pointer du doigt, c'est leur application. Si on intervient avec des engins forestiers dans des conditions qui ne sont pas adaptées, si effectivement on altère la qualité du sol, là effectivement on peut s'en inquiéter. Mais ça peut être en coupe rase comme ça peut être en éclaircie. C'est vraiment le savoir-faire qui est à pointer du doigt et pas les modalités d'intervention. Donc, au titre de notre structure, il faut considérer que 80% de nos interventions se font sur des peuplements en éclaircie ou en traitement irrégulier, et les 20% restants, c'est effectivement de la coupe rase, mais une coupe rase dont on est certain derrière qu'on va maintenir la pérennité forestière.
Donc ça, je tiens à le marteler parce que je trouve assez scandaleux la propagande qui est faite sur le réseau public, et encore assez récemment, avec des idées qui sont complètement démagogiques et totalement simplistes et surtout déconnectées de toute réalité. On agit sur la peur du grand public et c'est inacceptable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui compte. Pardon ? Non, bravo Ludovic pour ce message. Je vais l'autre point le prolonger si tu veux, ouais. Juste compléter. La coupe rase aussi est un élément de biodiversité. Pour certaines parcelles, dans certains cas de figure. C'est un peuplement, c'est un moment où on va ouvrir le peuplement et une autre, pour un cycle de quelques années, va s'ouvrir aussi une autre biodiversité qui va s'installer dans ce peuplement. Il faut aussi raisonner la biodiversité dans l'espace et dans le temps. Elle n'est pas forcément figée dans le temps, la biodiversité. Et ouvrir un peuplement avec une coupe rase, comme l'a expliqué Ludovic, pour que justement certaines graines se mettent à germer et à remplacer le nouveau peuplement, ou d'autres essences vont être plantées, c'est une étape indispensable. Ensuite, un point sur les monocultures. Effectivement, il a été présenté qu'en France, 50% de nos peuplements sont en monoculture. Une monoculture, ça veut dire que dans le couvert forestier, dans l'étage dominant, 80% de l'étage dominant appartient à une seule essence. La première monoculture en France, c'est le chêne. Il ne faut pas oublier ça. Et les monocultures telles que le grand public se les imagine et que certains condamnent, c'est-à-dire des plantations de résineux, pin maritime, épicéa ou Douglas, ça ne représente que 2,5 millions d'hectares sur nos forêts, c'est-à-dire 15% de notre superficie forestière. Donc là aussi, ne focalisons pas sur le thème de la coupe rase et de la monoculture. À mon avis, c'est un faux sujet. Et si on veut avoir pour les générations futures un matériau bois compétitif par rapport à d'autres matériaux, on sera obligé de cultiver un tant soit peu nos forêts et effectivement de privilégier certaines essences par rapport à d'autres. J'en reviens au chêne. Le chêne est la principale monoculture sur nos territoires parce que dans les peuplements, il a été sélectionné parce que c'est le bois qu'on souhaitait. Au fur et à mesure des éclaircies, des régénérations naturelles, etc., on a favorisé le chêne plutôt que d'autres essences, parce que c'est un bois qui, effectivement, répondait aux besoins et à nos besoins. Voilà. Donc, attention, un peu de nuance et de mise en perspective par rapport à ces notions de coupe rase et de monoculture. Merci. En ce qui concerne la rentabilité forestière, pour faire très simple, dans certains cas, on peut être autour des 2,8-3% max sur de la popiliculture, donc des productions qui sont très, très spécifiques. Globalement, on est plutôt autour d'1%. Mais financièrement, la forêt est un investissement refuge. En situation de crise, on l'a vu avec la crise des subprimes, par exemple, après 2008, et peut-être demain avec les conséquences à venir sur l'incidence Covid, la forêt est, alors sauf situation exceptionnelle liée aux incendies et à l'état sanitaire, mais c'est une valeur refuge. Vous investissez sans aucun risque au moment de la revente. Parfait, merci. Peut-être une dernière question, parce qu'on est un petit peu à la bourre déjà. Peut-on s'assurer de la provenance d'un bois construction afin qu'il soit issu d'une forêt locale ? Oui, là, il y a la possibilité d'obtenir de la traçabilité. Déjà, à partir du moment où vous engagez sur des démarches comme PEFC, il faut pouvoir assurer auprès de PEFC que depuis la parcelle, en associant chaque acteur, chaque intervenant, eh bien, le produit puisse être traçable. Donc là, je dirais que les forestiers ont suivi l'exemple du monde agricole. D'ailleurs, on est toujours très
je dirais, soit à la traîne, mais soit très proche de ce monde. La crise à l'époque de la vache folle avait obligé à améliorer la traçabilité pour rassurer le consommateur, et c'est sur cette base-là que les forestiers, par l'intermédiaire de PEFC, à la fin des années, au début des années 2000, a mis en place ce système de traçabilité qui peut être renforcé par des normes ISO. Donc, il y a déjà ce savoir-faire. Parfait. Merci beaucoup en tout cas. On va s'arrêter là pour les questions-réponses en direct. Le webinaire est encore ouvert pendant quelques minutes. Vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat. Et on va y répondre donc la semaine prochaine directement dans un mail indépendant. Dans ce mail, on va également vous y adresser le replay, les coordonnées de nos intervenants du jour et tous les liens utiles qui auront été cités aujourd'hui. En tout cas, au nom du CNDB, de bois.com, mais aussi de la Maison de l'Architecture Île-de-France, on vous remercie tous participants d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui, et on tient également à remercier tous les intervenants pour la qualité des présentations aujourd'hui. On vous dit à très très vite pour un prochain webinaire, et laissez encore vos questions dans le chat, c'est encore ouvert. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Bonne journée.